Je disais donc qu'en fait, j'ai commencé mes cours cette semaine toujours avec 10 minutes de retard. Voilà, je n'ai rien contre le service informatique qui a été très gentil d'ailleurs et qui a fait que les choses ont toujours repris. Bon, alors écoutez, là nous allons finir les anomalies chromosomiques constitutionnelles, puisque lundi on attaque de la génétique des cancers, 1 heure et demie, donc juste une introduction. Et donc, on a vu les anomalies donc, de nombre des chromosomes hier. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir donc, les anomalies de structure. Puis après, on va finir par quelques exemples. Et lors de la séance de révision, on va essayer de prendre différents exercices, différentes questions. Je vais voir si on peut faire ça comme si on était dans une séance d'examen. Alors, les anomalies de structure. Pour donc décrire les anomalies de nombre, c'est lié à des anomalies de la mitose ou de la méiose. Ici, c'est essentiellement lié à des cassures en phase G1, S ou G2, à des réparations qui sont non fidèles, comme on l'a vu, qui vont générer donc translocation, inversion, insertion, délétion. Ça peut être également des anomalies de la réplication, blocage de la fourche de réplication, et qui vont provoquer soit des duplications ou des anomalies complexes. Mais également, ça peut aussi être des anomalies de la méiose, comme on le verra. Ces anomalies peuvent être récurrentes, elles peuvent être donc non récurrentes, elles peuvent être de novo, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas héritées des parents, elles peuvent être héritées des parents, et là, il est important de le déterminer, puisque pour les prochaines grossesses, cette anomalie peut survenir encore. Et donc, aujourd'hui, nous avons des moyens pour pouvoir éviter ça, entre guillemets, qui sont le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire. Donc, il faut déterminer, devant une anomalie chromosomique, c'est les de novo, si elle ne l'est pas. Alors, on va d'abord voir les anomalies qui ne sont pas récurrentes, c'est-à-dire des anomalies qui arrivent totalement au hasard. Et d'emblée, ce que vous devez retenir, au niveau de ces anomalies non récurrentes, ça peut casser n'importe où dans le génome. Il n'y a aucune zone du génome qui peut être épargnée par ça. Ça, c'est justement les cassures génotoxiques, les cassures dues au rayonnement. Ça casse n'importe où. Et souvent, ça casse tellement n'importe où qu'il y a très rarement des personnes qui ont la même anomalie chromosomique. Il y a pratiquement autant d'anomalies chromosomiques que d'anomalies qui existent dans des familles. Donc, c'est vraiment au hasard. Et là-dedans, il y a donc, on va simplement voir 3 types d'anomalies. Les translocations réciproques, les inversions péricentriques essentiellement, et les insertions. J'ai dit anomalies équilibrées, j'ai mis anomalies non récurrentes, mais elles sont équilibrées, celles-là. Elles sont équilibrées, ça veut dire qu'au niveau du karyotype, on ne voit pas de perte de délétion au point de cassure de ces anomalies. Donc, elles sont considérées comme équilibrées parce que non seulement on ne voit pas de perte, mais en plus, il n'y a pas de phénotype apparent. La personne qui porte ces anomalies, elle est normale, elle n'a pas elle est normale, elle est comme vous et moi, supposez que nous soyons normaux. Là-dedans, donc, la vedette les plus fréquentes, ce sont donc les translocations réciproques. Par définition, ce sont des échanges entre des parties de chromatides, entre deux chromosomes différents, mais ça peut exister aussi entre les mêmes paires chromosomiques. Alors, je vous ai dit qu'elles peuvent être réellement équilibrées, mais parfois il y a des remaniements microscopiques, mais on ne les voit pas au karyotype. C'est pourquoi on considère qu'elles sont équilibrées. On dit réciproque parce que l'échange est réciproque. Entre le chromosome numéro 1 et le chromosome numéro 6, il y a un morceau de 1 qui va sur le 6, un morceau de 6 qui va sur le 1. Donc on considère qu'elles sont réciproques. Elles peuvent concerner un ou plusieurs chromosomes. Le plus souvent, les points de cassure n'interrompent pas la phase codante d'un gène. Puisque je vous ai dit que les parties codantes d'un gène, c'est quoi? C'est 1 à 2% du génome. Donc la plupart du temps,
ça n'intéresse pas du tout les parties codantes, donc ça n'interrompt pas la phase codante d'un gène. Donc dans la grande majorité, elles ne génèrent pas de phénotype, sauf évidemment lorsqu'elles les interrompent la phase codante d'un gène. Elles peuvent donc générer un phénotype. Leur fréquence, c'est quand même assez fréquent puisque les fréquences des translocations équilibrées est estimée à peu près à 1 sur 500 à 1 sur 600, ce qui veut dire qu'un couple sur 300 a un des partenaires, un des membres du couple, qui est porteur d'une translocation. Donc si vous avez 300 personnes, si vous êtes dans un amphi de 300 personnes, enfin 300 couples, ou 600 personnes, il y a en moyenne une personne qui a une translocation équilibrée. Peut-être qu'il y en a parmi nous. Mais ça ne génère aucun phénotype particulier. Alors, voici un certain nombre d'exemples. Là, vous voyez, vous avez une translocation 10-17. Vous voyez que ce chromosome 10, si on le compare à l'autre, il a cette extrémité qui est trop importante. Et en fait, cette extrémité, c'est pratiquement tout le bras court du chromosome 17 qui est parti sur le chromosome 10. Il y a certainement un tout petit morceau du chromosome 17 qui est parti sur le bras court du chromosome 17. Bon, très bien. Les inversions. Alors les inversions, c'est que vous avez une cassure. Alors là, elles sont péricentriques, c'est-à-dire de part et d'autre du centromère. Et vous allez avoir deux cassures, un retournement, et vous allez avoir un chromosome qui va s'inverser pour la partie justement située entre les deux points de cassure. D'accord? Dans ce cas-là, le karyotype aussi, comme pour la translocation réciproque, il reste à 46 chromosomes. Bien. C'est un peu moins fréquent que les translocations. Vous avez aussi donc les insertions. Alors les insertions, c'est que vous allez avoir en fait deux cassures sur un chromosome et une cassure sur un autre chromosome. Et vous allez avoir en fait entre les deux, cette partie située entre les deux points de cassure qui ira s'insérer à l'intérieur d'un autre chromosome. Bon. Donc là, c'est encore plus rare puisque là, il faut 3 points de cassure. Donc la probabilité pour qu'il y ait 3 points de cassure pour que ça puisse s'insérer est rare. Donc les translocations sont les plus fréquentes, puis viennent les inversions, ensuite les insertions. Tout cela vous donne des chromosomes qui vont changer d'aspect, mais où il n'y a pas de déséquilibre visible. D'accord? Donc, ça va vous donner des anomalies qui sont équilibrées, dites équilibrées. Oui? Bonjour. Je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe, mais... Ah oui, d'accord, je vois. Bon, alors, le problème, c'est que... Non, c'était... Le problème, c'est que il n'y a pas de phénotype pour une anomalie équilibrée. Donc, pour, par exemple, une des personnes d'ici qui aurait peut-être une anomalie totalement équilibrée, une translocation, par exemple. Il n'y a pas de phénotype, mais le vrai problème, c'est ce qui se passe pour la descendance. Et pour la descendance, les choses ne sont pas terribles. Pourquoi? Parce que voici, par exemple, représenté donc un schéma d'une translocation équilibrée. Donc, on a dit un couple sur 300. Vous savez qu'à la méiose, comme on l'a vu, il faut absolument un appariement des paires chromosomiques. Si vous n'avez pas d'appariement, vous n'avez pas de méiose. Or là, vous avez manifestement deux paires chromosomiques différentes qui doivent trouver un moyen pour s'apparier. Cette partie ici en blanc doit s'apparier avec cette partie. Et cette partie ici doit absolument s'apparier avec cette partie au niveau de ce chromosome. C'est totalement obligatoire. Sinon, il n'y a pas de méiose. Et donc, on est obligé d'avoir une structure à 4 chromosomes qu'on appelle un quadrivalent et donc non un divalent comme pour une méiose normale. Et donc, vous avez ce qu'on appelle le diagramme du Paquitaine, c'est-à-dire une construction que nous faisons pour pouvoir
imaginer comment ces chromosomes vont se répartir dans les gamètes, mais vous pouvez avoir plusieurs cas de figure. Alors, les différents cas de figure, c'est que vous pouvez avoir différents types de ségrégation des chromosomes qui vont chacun dans des gamètes. Et par exemple, je constate qu'on ne voit pas, je ne sais pas pourquoi, on ne voit pas une des branches. J'espère qu'on la verra là. Là, par exemple, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une ségrégation alterne. Dans la ségrégation alterne, le chromosome non remanié blanc avec le violet vont dans un gamète et le chromosome, enfin pas remanié, il est non remanié blanc et le non remanié violet vont dans un gamète. Donc ça va vous donner un gamète normal. Et les deux chromosomes remaniés vont dans l'autre gamète. Et à ce moment-là, ça vous donne un individu, dans ce cas-là, là, qui a la même composition chromosomique que son parent. Donc il est équilibré, il n'aura pas de phénotype. Retenez bien ce que je vous dis là. Hein. Donc ça, c'est la ségrégation alterne. Les flèches vous indiquent où les chromosomes vont. En jaune, ils vont dans le même gamète, en bleu, ils vont dans l'autre gamète. Donc dans la ségrégation alterne, pas de problème, tout va bien. Je ne vais pas vous demander précisément le nom des ségrégations. Vous verrez à la fin, je vais vous dire exactement ce que vous devez retenir. Parce que ça peut être compliqué. Donc des gamètes équilibrés, vous voyez, celui-là, les deux chromosomes sont normaux, et là vous avez les deux dérivés, donc c'est équilibré, pas de souci. Par contre, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une ségrégation adjacente 2, c'est-à-dire qu'en fait ici, la ligne de ségrégation se fait selon cet axe. Vous allez avoir donc ici ces deux chromosomes qui iront dans un gamète et ces deux autres chromosomes dans un autre gamète. Et là, vous voyez tout de suite que dans le gamète qui va hériter de ces deux chromosomes, il va manquer cette partie en blanc, mais que cette partie en violet va être en double. Donc vous allez avoir une monosomie de cette partie blanche et une trisomie de cette partie-là, la partie violette. Par contre, dans l'autre gamète, vous allez avoir l'inverse, une trisomie de la partie blanche et une monosomie de la partie violette. Il faut imaginer que ceci est un gamète, vous avez le complément gamétique qui vient de l'autre parent. Donc, ça vous donne ça. Cette partie-là, on la met A, celle-là B. On aura donc une trisomie A. Pour celui-là, le gamète 1, une trisomie A et une monosomie B. Et pour le 2, il va générer en fait un embryon avec une trisomie B et une monosomie A. Donc ce que vous devez retenir, c'est que vous voyez déjà que l'individu, lui, il a la translocation équilibrée, il n'a pas de phénotype, mais obligatoirement, il y a un risque pour sa descendance d'avoir une anomalie. Et des anomalies relativement complexes, parce que là, ce sont en même temps des trisomies et des monosomies. Ça, c'est la ségrégation. Vous pouvez avoir une ségrégation dans l'autre sens, non plus sur cette ligne horizontale, mais sur cette ligne verticale. Et là, ça va être en fait un autre type de déséquilibre génomique qui va s'installer, puisque ici, c'est toute cette partie, les parties centromériques qui seront en double pour le violet, et vous n'aurez pas de partie centromérique en blanc, et ça va être l'inverse ici. Donc ça va vous donner en fait des déséquilibres extrêmement importants, puisqu'ils vont porter dans ce cas de figure sur toute cette partie qui sera en trisomie, et une monosomie de toutes les parties violettes ici, et l'inverse pour ici. C'est-à-dire, en fait, vous allez avoir une trisomie de tout l'élément C et une monosomie de tout l'élément D, et l'inverse pour le deuxième gamète. Donc là, vous avez un autre type de déséquilibre que celui qu'on a vu précédemment. C'est ça l'information importante. Là, vous avez déjà 4 gamètes différents possibles. OK? Pour le même individu. 4 déséquilibres possibles pour le même individu, que va générer le même individu, qui lui n'a rien. Ensuite, vous pouvez avoir une ségrégation dite 3-1, c'est-à-dire que là, dans un gamète, un des gamètes va prendre les 3 chromosomes, et un autre gamète va prendre qu'un seul chromosome. Alors là, le déséquilibre, alors ça peut être celui-là, 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 celui-là. Donc vous voyez, vous pouvez avoir donc encore plein de types de déséquilibres. Voilà, par exemple, un type de déséquilibre pour ces deux gamètes. Et donc, au total, donc le déséquilibre est important, il y a 4 configurations, et puis enfin, on peut avoir ce type de choses, c'est-à-dire tout ce que je représente ici, ce ne sont pas des inventions, c'est ce qu'on observe, ce qu'on a observé dans la pratique. Hein.
Et on en a déduit que la méiose est faite de telle ou telle façon. Donc, en fait, ce qui est important, alors maintenant, vous devez retenir ça, ce qui est important, c'est que si vous avez un individu ou s'il y a une translocation qui est équilibrée et qui existe dans une famille, quel peut être l'arbre généalogique que l'on observe dans cette famille? Comme je viens de vous le dire, l'individu qui est porteur, les individus qui sont porteurs de la translocation ici équilibrée, eux n'auront pas de phénotype. Mais à chaque méiose, à chaque donc conception, à chaque grossesse, cela peut entraîner des embryons et des fœtus et des enfants qui, eux, auront des phénotypes différents. J'espère que vous comprenez pourquoi ils sont différents. Parce qu'ils peuvent hériter ils peuvent être conçus à partir de gamètes ayant, eux, reçu des